Bonjour. Dans cette vidéo, je vais étudier ou bien on va étudier ensemble les circuits électriques en régime sinusoïdal. Autrement dit, les circuits électriques à courant alternatif monophasé. Le régime sinusoïdal fait partie des régimes permanents les plus couramment rencontrés pour la bonne et simple raison que l'énergie électrique est la plupart du temps produite, transportée et distribuée sous la forme de tension sinusoïdale. Donc ainsi, la tension délivrée par nos prises électriques domestiques est-elle de forme sinusoïdale. Donc, ce type de signal peut être utilisé directement par certains appareils, mais doit parfois être transformé en signal continu. Donc, nous en rappellerons précédemment sur ce type de transport d'électricité. Bref, donc pour le moment, nous allons nous contenter d'étudier le fonctionnement du circuit linéaire fonctionnant en régime sinusoïdal, c'est-à-dire alimenté par des générateurs sinusoïdaux. Donc le modèle de représentation complexe est l'outil principalement utilisé ici car il permet d'appliquer toutes les lois et tous les théorèmes déjà étudiés en régime continu, tels que les méthodes d'analyse des circuits électriques, à savoir Thevenin, Norton, Millman, superposition et Kirchhoff de façon générale, loi de Newton. D'accord ? Donc, le régime, je commence par le régime sinusoïdal. Le régime sinusoïdal. Donc, l'étude des circuits linéaires en régime sinusoïdal correspond à l'étude des réseaux électriques composés uniquement d'éléments linéaires, c'est-à-dire les éléments linéaire, c'est-à-dire résistance, condensateur, quoi d'autre, et auto-inductance ou les selfs, ou bien les bobines. D'accord? Voilà. Donc, ces éléments linéaires sont alimentés par des sources de tension ou de courant sinusoïdal. Pour une source de tension, par exemple, on considérera en général que E de t, de façon générale bien sûr, égale E0 cosinus de oméga t, et on écrit souvent sinus de oméga t. Donc très souvent, on parle également du signal sinusoïdal. Si je prends le circuit suivant, le générateur de tension sinusoïdale E de t, qui est égal à E0 cosinus de oméga t, A et B, et j'ajoute mon réseau électrique qui est composé par la résistance bobine, d'accord, et entre les deux il y a le condensateur, et j'ajoute aussi le condensateur ici, et j'ajoute la résistance, et au point X, je peux prélever la tension Vx de t. Donc, dans ce cas, bien sûr, je peux mettre l'intensité de courant IT ici. Donc, dans ce cas, E0 représente
représente quoi? Représente l'amplitude de la tension sinusoïdale qui est en volts. D'accord? Oméga représente sa pulsation. Oméga représente sa pulsation. U0, l'amplitude. D'accord? Qui est en radians. Bien sûr, l'amplitude qui est en radians par seconde, bien sûr. Voilà. Donc, on peut définir à partir de ces grandeurs les paramètres suivants qui sont la fréquence F, qui n'est autre que la pulsation sur 2π, qui est en Hertz, H7. De même, on définit la période T, qui est égale à l'inverse de la fréquence F, qui est égale à 2π sur oméga. C'est la période du signal sinusoïdal qui est en secondes. D'accord? Et dans ce cas, je peux schématiser mon signal sinusoïdal en fonction du temps. Ça, c'est E de t. Ici, je peux mettre les limites de mon amplitude et pas forcément qu'il commence par 0 mon signal. Donc, il peut commencer avant. Voilà. Et ainsi de suite. Ça, c'est mon signal sinusoïdal, donc, qui oscille entre E0 comme amplitude et moins E0 comme amplitude minimale. Ici, c'est l'amplitude maximale, d'accord? Et ici, je peux schématiser ou bien prélever la période de t qui, parfois, souvent, elle est entre deux maximales, ou bien je peux la calculer ou bien la prélever entre deux minimum t, ou bien entre deux zéros, ici. Donc ça, c'est la période grand T. D'accord? Voilà. Je continue. Donc, le régime sinusoïdal fait partie, avec le régime continu, des régimes permanents, par opposition au régime variable ou transitoire. Donc, je dis bien et je répète que le régime sinusoïdal fait partie, avec le régime continu, des régimes permanents, par opposition au régime variable ou transitoire. Donc, le régime sinusoïdal s'oppose au régime transitoire ou bien régime variable. D'accord? Pour diverses raisons, l'énergie électrique est fournie sous la forme d'un signal sinusoïdal. Ceci confère à l'étude des circuits en régime sinusoïdal un intérêt primordial. D'accord? Donc, si je prends comme théorème, donc, dans un circuit fonctionnant en régime sinusoïdal, tous les courants et toutes les tensions dans le circuit sont sinusoïdaux. Je répète, dans un circuit fonctionnant en régime sinusoïdal, tous les courants et toutes les tensions dans le circuit sont sinusoïdales. De même pulsation que la source d'alimentation du circuit. D'accord? Je peux l'écrire dans un circuit fonctionnant en régime sinusoïdal, n'est-ce pas? Tous les courants I de t et les tensions U de t ou bien E de t, que je peux noter U de t ou bien E de t, qui sont ou bien qui existent dans le circuit,
sont sinusoïdaux. Sinusoïdaux. Et surtout, de même pulsation que la source, de même pulsation que la source d'alimentation. D'accord? De même pulsation que la source d'alimentation. D'accord? Donc, ces grandeurs électriques, c'est quoi les grandeurs électriques? C'est-à-dire l'intensité et la tension, possèdent des amplitudes qui dépendent bien évidemment des éléments du circuit. C'est-à-dire, pour le calcul de la tension I de T et l'intensité instantanée I de T, je dois tenir compte des composants qui forment le circuit. Mais aussi, ils dépendent de la pulsation W, de la pulsation oméga de la source. De plus, toutes ces grandeurs présentent la plupart du temps des déphasages delta phi ou bien la note souvent phi par rapport à la source principale. C'est-à-dire, je peux trouver par exemple l'intensité de courant qui circule dans une branche sera en avance ou bien en retard de phase par rapport à la source ou bien par rapport à la tension délivrée par la source d'alimentation. Dans notre exemple que j'ai déjà schématisé dans notre circuit, on peut donc écrire a priori que l'intensité de courant I de T elle est égale à I cosinus de oméga T plus phi 1 et la tension V de xt que j'ai prélevée au point X par un oscilloscope par exemple égale à V2 cosinus de oméga T plus phi 2. Donc il y a deux phases, l'un différent de l'autre. Les paramètres phi 1 et phi 2 sont respectivement les déphasages de I de T et Vx de T par rapport bien sûr par rapport à la source E de T. D'accord? Pour être plus précis, il faut appeler avance algébrique de phase ou bien avance de phase puisqu'ils sont comptés positivement. D'accord? Lorsque un déphasage est négatif, il traduit donc un retard de phase. C'est-à-dire, le déphasage positif, il s'agit d'une avance. Il s'agit d'avance de phase. Ici, phase est négative, ou bien un déphasage est négatif, donc il traduit un retard de phase. D'accord? Lorsque, autrement dit, lorsque deux signaux présentent un déphasage, de pi sur 2, ils sont dits en quadrature de phase. Lorsque deux signaux présentent un déphasage de pi sur 2, ils sont dits en quadrature de phase. D'accord? S'ils sont déphasés de pi,
ils sont dits en opposition de phase. Donc, ils sont en opposition de phase. D'accord? Voilà, ils sont en opposition de phase. Je reprends les expressions de I de t et Vx de t. I1, c'est quoi? C'est l'amplitude du courant sinusoïdal I de t, amplitude de I de t. V2, c'est l'amplitude de Vx de t. D'accord? Voilà. Φ1, Φ2, I1, V2 dépendent de U0. Donc, I1, V2, Φ1 et Φ2, ils dépendent de E0. Et, bien sûr, des valeurs des différents éléments du circuit, mais également de la pulsation oméga. De même, ils dépendent de la pulsation W, d'accord, et des éléments. N'oublie pas qu'ils dépendent aussi des éléments qui constituent ou bien constitutifs ou bien des éléments qui constituent le circuit, c'est-à-dire les éléments s'il s'agit de résistance, capacité ou bien bobine, résistance, capacité et bobine. Bien sûr, des valeurs de ces éléments. Pour des raisons qui seront explicitées plus loin, bien sûr, on introduit pour les grandeurs sinusoïdales la notion de valeur efficace. Donc, on peut introduire la notion de valeur efficace, c'est-à-dire, je peux écrire la tension E de t de la source d'alimentation qui est égale à U0 cosinus de oméga t comme étant la valeur E efficace fois racine de 2 cosinus de oméga t, c'est-à-dire que E0, l'amplitude max, qui je peux l'écrire E max, égale à E efficace fois la racine de 2. D'accord? De même, pour l'intensité du courant I de t, je peux l'écrire comme I efficace fois racine de 2 fois cosinus de oméga t plus Φ1. Vx de t, elle est égale aussi à V efficace racine de 2 cosinus, bien sûr, cosinus de oméga t plus Φ2. D'accord? Ça, c'est la notion de valeur efficace. Donc, les paramètres E efficace, I efficace et V efficace sont appelés valeurs efficaces respectivement de E de t instantané, de I de t instantané et de Vx de t instantané, des valeurs instantanées. D'accord? Voilà. Et pour faciliter le calcul et l'utilisation, bien sûr, des cosinus et des sinus qui parfois paraissent un peu délicates dans le calcul, on peut introduire ce qu'on appelle la notion d'impédance. La notion d'impédance, c'est-à-dire lorsque un dipôle passif est alimenté par une source de tension sinusoïdale U de t, il est parcouru par un courant I de t sinusoïdal dont l'amplitude I0 peut être déterminée par l'équation
E0 égale à Z fois I0. C'est-à-dire, c'est la loi d'Ohm. Si je suppose qu'il s'agit d'un composant passif ou bien dipôle passif entre A et B, d'impédance Z, qui est alimenté par une tension, la tension U de T, ou bien E de T, qui est égal à E0 cosinus de oméga T. Bien sûr, il est parcouru par l'intensité de courant I de T, qu'on a déjà écrit, I de T égale I0, ou bien I1, comme vous voulez, cosinus de oméga T plus phi 1. Dans ce cas, si j'applique la loi d'Ohm, je peux introduire la notion d'impédance telle que l'amplitude de quoi? L'amplitude de la tension n'est autre que l'impédance de ce dipôle multiplié par l'amplitude de l'intensité de courant. C'est ce qu'on appelle, bien sûr la notion d'impédance. Ici, je remplace U0 par son expression en tenant compte des valeurs efficaces. Donc, je peux écrire que E efficace fois la racine de 2, elle est égale à Z fois I efficace fois la racine de 2. Et je simplifie par racine de 2. Donc, je peux écrire que E efficace, elle est égale à Z, l'impédance, fois I efficace. Voilà. Avec Z et représente l'impédance, impédance du dipôle, elle est en ohm, donc c'est le module de Z, d'accord? Cette équation traduit le fait que la loi d'Ohm s'applique en régime sinusoïdal à condition de considérer les amplitudes des grandeurs électriques. Je répète, cette équation, bien sûr, traduit le fait que la loi d'Ohm s'applique en régime sinusoïdal à condition de, bien sûr, considérer les amplitudes des grandeurs électriques. D'accord? Voilà. Donc, et bien sûr, les dipôles que j'utilise dans le circuit, il y a des dipôles résistifs, capacitifs et inductifs. Il y a 3 types de dipôles. Il y a le dipôle résistif, il y a le dipôle capacitif, il y a aussi le dipôle inductif. D'accord? Donc, pour chaque élément que j'utilise dans le circuit, chaque élément a sa propre impédance. Donc, pour les dipôles usuels, les valeurs des impédances sont résumées sur cette figure. C'est-à-dire, je peux les schématiser autrement en les alimentant par des sources d'alimentation. Si je prends la tension E et qui alimente la résistance R par E de T qui délivre l'intensité I de T. Je peux aussi mettre le générateur de même tension E de T qui alimente la bobine, d'accord, et qui délivre cette source délivre l'intensité de courant I, on a L, d'accord. Ici, j'alimente la capacité C par le même générateur E de T, de même I de T, ici c'est C. D'accord? On remarquera que ces impédances dépendent de la pulsation de la source E de T, ce qui corrobore bien le fait que les amplitudes des courants et tensions dans un circuit en régime sinusoïdal dépendent bien de la pulsation de la source d'alimentation.
Et dans ce cas, je peux écrire que le module, je dis bien le module, donc il ne faut pas confondre avec Z complexe. D'accord? Donc, si j'écris le module de Z pour un circuit avec l'élément R, Z est égal à R. Ici, j'écris Z pour le circuit qui contient l'élément inductif, Z est égal à L fois oméga. Et dans ce cas, dans le cas où le circuit est constitué d'une capacité Z, d'une capacité C, pardon, elle est égale à Z, son impédance est égale à 1 sur C oméga. Donc, il faut retenir ces expressions tout en tenant compte que Z, ici, les Z que j'ai écrits, ce sont les amplitudes des Z de façon générale pour chaque élément. D'accord? Passons maintenant au modèle complexe qui va faciliter le calcul dans un circuit en régime sinusoïdal. Le modèle complexe est très important vu qu'il facilite le calcul pour l'étude des circuits qui fonctionnent en régime sinusoïdal. D'accord? En considérant une grandeur électrique sinusoïdale, donc je vais commencer. Donc je vais considérer une grandeur électrique sinusoïdale U de t. On peut écrire bien sûr que U de t, elle est égale U efficace racine de 2 cosinus de oméga t plus phi. Elle est égale à quoi? Elle est égale bien sûr à U efficace. Je peux l'écrire d'une autre façon. C'est le réel de U efficace racine de 2 cosinus de oméga t plus phi plus J du complexe U efficace racine de 2 sinus de oméga t plus phi. Elle est égale, c'est le réel. Si je peux écrire bien sûr la notation en exponentielle de la représentation complexe d'une grandeur physique, elle est égale, c'est le réel de U efficace racine de 2 exponentielle de J oméga t plus phi. Exponentielle de J oméga t plus phi. On transpose alors la plupart du temps le schéma réel du circuit sous la forme d'un modèle dit complexe. D'accord? Donc, tous les grandeurs physiques dans un circuit électrique en régime sinusoïdal se traduit par une notation ou bien un modèle complexe dans lequel les grandeurs sont remplacées par leur forme complexe et je la notée, la forme complexe qui est notée par U avec barre en haut ou bien U barre en bas. Si je regarde ou bien si je vois la barre ici et comme ça, donc je peux ou bien je note ou je comprends directement qu'il s'agit d'un modèle complexe d'une grandeur électrique. Donc cette forme complexe est issue de l'association à la grandeur électrique réelle U de t de la forme complexe U efficace racine de 2 exponentielle de J oméga t. Donc U de t se transforme, donc comme dans un circuit, toutes les grandeurs sont sinusoïdales, de même pulsation que la source, je répète, comme dans un circuit, toutes les grandeurs sont sinusoïdales, de même pulsation que la source, et que chacun de ces grandeurs possède
une valeur efficace, on introduira l'association suivante, telle que U de T, qui va donner la notation complexe U, elle est égale à U efficace exponentielle de J phi. Si je regarde cette notation, donc directement, je peux écrire U de T, elle est égale à quoi? Elle est égale à U efficace, racine de 2, cosinus de oméga T plus phi. Donc, ça, c'est le modèle complexe, autrement dit, le modèle en notation exponentielle. Donc, je donne le phi en exponentielle et je prends le U efficace. Par exemple, si je vous demande d'écrire, je donne par exemple U, elle est égale à 5 exponentielle de J pi sur 2 et je vous demande d'écrire bien sûr la tension instantanée du modèle complexe. Donc directement, je note que U de T, elle est égale à 5, ça c'est du U efficace, racine de 2, cosinus de oméga T plus pi sur 2. Voilà, U de T, 5 racine de 2, cosinus de oméga T plus pi sur 2. D'accord? Dans ce modèle, je reprends le modèle, ce modèle. Donc, dans ce modèle, qui n'est rien d'autre qu'une représentation théorique du circuit, tout dipôle linéaire possède une impédance dite complexe Z. N'importe quel composant dans un circuit fonctionnant en régime sinusoïdal, donc elle possède une impédance dite complexe notée Z, que je peux la noter R plus J X. Avec R, c'est quoi R? R représente sa résistance et X sa réactance. Bien sûr, il faut apprendre ces deux termes. D'accord? Donc, le modèle Z, ou bien le module de Z, qui est noté module de Z ou bien Z tout court, correspond à l'impédance réelle. C'est l'impédance réelle. C'est l'impédance réelle telle qu'elle est décrite précédemment. Donc, Z qui est égal à module de Z complexe, donc, ou bien j'écris Z complexe, qui est égal à Z exponentielle de J, l'argument de Z complexe, tout en prenant compte que l'argument de Z complexe n'est autre que l'arc tangente de la partie réelle, imaginaire de Z sur la partie réelle de Z. D'accord? Voilà. Voilà. Donc, si je veux représenter le nombre complexe Z, en représentation de Fresnel, dans le plan complexe, on peut obtenir le diagramme dit diagramme de Fresnel. Le diagramme de Fresnel. Z qui est égal à quoi? Qui est égal à R plus Jx dans le plan complexe. Qu'est-ce que je représente? Je représente, bien sûr, je répète, Z qui est égal à R plus Jx dans le plan complexe, ou bien par le diagramme de Fresnel. Qu'est-ce que je représente? Je représente la partie imaginaire sur l'axe des ordonnées, la partie imaginaire, et la partie réelle sur l'axe des abscisses. Donc ici,
si je suppose que cette distance c'est le R et cette distance c'est le X, bien sûr, le X, ça c'est le X. Donc le point M qui représente Z complexe qui est égal à R plus JX. Donc ici c'est Z. Ça c'est Z. Z c'est normalement l'hypoténuse. C'est l'hypoténuse. Dans l'angle, donc l'angle que fait Z par rapport à l'axe des réels, c'est le θ. Avec θ, bien sûr, n'est autre que l'argument de Z. D'accord? L'argument de Z. Et tangente de θ, elle est égale à X sur R. Et le module de Z, qui est égal à Z, n'est autre que la racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc la partie réelle qui représente R carré plus plutôt X carré. D'accord? Et je peux écrire aussi que cosinus de θ, elle est égale à R sur Z. L'opposé sur l'hypoténuse qui est égal à R sur la racine de R carré plus X carré. Et de même, je peux écrire sinus de θ qui est égal à l'adjacent sur l'hypoténuse, elle est égale à X sur Z, elle est égale à X sur la racine de R carré plus X carré. D'accord? Donc, dans le modèle complexe, tout courant dans le modèle complexe, tout courant I de T ou tension U de T, tout courant I de T ou tension U de T dans le circuit possède une représentation complexe. D'accord? Possède une représentation complexe, à savoir I et U bar, tel que I complexe n'est autre que I efficace exponentielle de J phi 1 avec I efficace égale au module de I bar. D'accord? Module de I complexe. De même pour U complexe, donc, ou bien je continue que avec I efficace égale au module de I bar, et la phase phi 1, c'est l'argument de I complexe. C'est le déphasage. Déphasage de qui? Déphasage de I de T par rapport à la source U de T. De même pour U de T. Donc, la notation complexe, elle est écrite comme puis EU efficace fois exponentielle de J phi 2. Avec quoi? Avec U efficace, c'est le module de U complexe, et phi 2, c'est l'argument de quoi? Phi 2, l'argument de U complexe, bien sûr. C'est le déphasage, de même, c'est le déphasage de U de T par rapport à E de T, à la source, par rapport à la source. D'accord? Autrement dit, chaque grandeur électrique, chaque grandeur électrique du circuit
courant ou bien tension, les grandeurs électriques, courant ou tension, possède une représentation, complexe définie par quoi? I de t qui est égal à I efficace racine de 2 cosinus de oméga t plus phi 1. Sa représentation complexe est I complexe égale à I efficace exponentielle de J phi 1. Donc ici, je représente la valeur efficace et la phase de la valeur instantanée. De même pour U de t qui est égal à U efficace racine de 2 cosinus de oméga t plus phi 2 possède la représentation complexe U qui est égale à U efficace exponentielle de J phi 2. Voilà. D'accord? Donc, si je passe maintenant à autre chose, je passe aux lois et théorèmes de l'électricité en régime sinusoïdal, sinusoïdal. D'accord? Et je reprends la figure que j'ai schématisée précédemment. Générateur, bien sûr, entre A et B, générateur E de T. D'accord? Ici, la résistance, nœud, bobine, de même, capacité et résistance. Donc, je peux écrire ici le point X. Donc, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire directement en notation complexe. E complexe, dans ce cas, égale E efficace. Ici, pour la bobine, c'est J, JL oméga. Ici, c'est 1 sur JC oméga. Pour la capacité, ça c'est ZC. ZC complexe. Ça c'est ZL complexe. Ça c'est ZR qui est égal à directement R. Ça aussi c'est ZR, elle est égale à R. Même qu'elle est complexe, elle est égale à R directement. D'accord? Et ici c'est l'intensité de courant complexe. En représentation complexe, la loi d'Ohm reste valable, bien sûr. La loi d'Ohm reste valable, c'est-à-dire l'équivalent de ces composants, c'est Z complexe. Donc, je peux reschématiser le circuit entre A et B. Donc, ces composants représentent l'impédance totale. L'impédance totale, Z complexe. Et j'ai l'intensité de courant I complexe et E complexe qui est égal à E efficace. Donc, je peux écrire mes grandeurs physiques complexes telles que I complexe égale à I efficace exponentielle de J phi 1 et je peux tirer directement que l'intensité, la valeur de l'intensité ou bien du courant instantané, elle est égale à I efficace racine de 2 cosinus de oméga t plus phi 1 et la loi d'Ohm telle que E complexe égale à Z complexe, I complexe. C'est la loi d'Ohm
du circuit. Donc, l'expression de la loi d'Ohm en représentation complexe peut se décomposer telle que E complexe qui est égal à Z complexe fois I complexe est décomposé par le E efficace qui est égal à Z en module fois I efficace est tel que l'argument de E, bien sûr complexe, elle est égale l'argument bien sûr de Z plus l'argument de I complexe. Regardez bien ici, l'argument du produit égale à la somme des arguments. L'argument d'un produit égale à la somme des arguments. D'accord? Soit encore, pour ce qui est de l'équation aux arguments, l'argument de E complexe. L'argument de E complexe égale à quoi? Puisque E complexe égale à seulement E efficace, égale à 0. Et l'argument de I complexe égale à phi 1. Il reste que l'argument de Z complexe, c'est-à-dire, je répète, que l'argument de E complexe, elle est égale à l'argument de Z complexe plus l'argument de I complexe. Ici, elle est égale à 0. 0 égale à l'argument de Z complexe plus phi 1. D'accord? Et pourquoi l'argument de E complexe égale à 0? Puisque on n'a pas de partie imaginaire. Et nous savons bien que l'argument de E complexe n'est autre que l'arc tangente de la partie imaginaire sur la partie réelle de qui? De E complexe, alors que la partie imaginaire de E complexe égale à 0. Donc le total égale à 0. Donc l'argument de 0, l'arc tangent de 0 égale à 0. Donc on peut déduire que l'avance algébrique de phase ou bien l'avance de phase du courant qui circule dans un dipôle alimenté bien sûr par une source de tension sinusoïdale est phi 1 égale à quoi? Égale à moins l'argument de Z complexe. D'accord? Égale à moins l'argument de Z complexe. Voilà. Donc, comme théorème, dans le schéma électrique transposé à sa représentation complexe, toutes les lois de l'électricité valables pour le régime continu s'appliquent aux grandeurs et variables complexes. Donc, dans cette représentation complexe, en prenant soin de considérer l'impédance complexe de chaque dipôle, on peut donc écrire, dans ce cas, on peut écrire ou bien réécrire les lois de Kirchhoff, le théorème du Millman, le principe de superposition, les théorèmes de Thevenin et de Norton. Donc, les règles qui régissent les associations de dipôles sont également transposables au modèle complexe. Donc, voilà pour cette première partie du chapitre sur les circuits électriques en régime sinusoïdal, et je vais reprendre le chapitre d'une autre façon dans la seconde partie. Et je vous remercie pour votre attention.